bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans cette seconde saison de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme toujours chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts que sont l'affiche de la semaine, l'Express, Efrikia ou bien l'AFC Corner. Comme chaque année, le football brésilien s'éveille en s'étirant tranquillement un petit coup de Copinha, de championnat estaduais et bien sûr de Mercato. Bola Latina vous invite à faire le point sur le ballon rond à Auriverge en compagnie de Marcelin Chamoin et d'Oscar Bonte. Mais avant cela, prenons aussi le temps d'un petit déj complet avec les noticias. Ouvrons le bal par l'Uruguay et la fine plume de monsieur Jérôme Le Signe que je ne changerai pas d'un iota, ou presque. Car c'est toujours la trêve en Uruguay, le nouveau championnat devrait reprendre le week-end du 9 au 10 février si tout va bien. Si tout va bien, car malheureusement les caisses sont vides et de nombreux clubs sont en grande difficulté financière. Les joueurs de Cerro qui se préparent pour la Sudamericana s'entraînent par exemple hors du centre d'entraînement comme forme bien illusoire de protestation envers les retards de salaire. Les règles de l'AUF imposent que les retards de salaire soient traités avant de reprendre le championnat, à voir donc si le championnat reprendra bien avec 16 équipes et surtout à quelle date. En attendant, dimanche soir à minuit heure française se jouera la Supercoupe deuxième du nom entre Peñarol et Nacional. Quelle originalité! Un classico d'été toujours aussi chaud où Peñarol sera de nouveau favori ayant conservé l'effectif de la saison précédente, car rare dans le pays et sur le continent d'une manière générale puisque de nombreux joueurs ont encore choisi l'exil durant ce mercato. Décidément, nos chroniqueurs ont la pêche et Nico de la Rua vous livre ici un point complet au championnat argentin. Je vous le tranche? Enfin en Superliga donc le sprint final est lancé. À 10 journées de la fin, les candidats au titre sont bien décidés à poursuivre sur la dynamique de fin d'année dernière. Premier au classement, le Racing remplit son contrat avec une victoire laborieuse chez le promu Aldovisi. Ce bon vieux Licha Lopez, de nouveau buteur, est également leader de ce classement individuel avec 13 réalisations. Notons le tout premier but de Dario Svitanic, l'ancien niçois pour son tout premier match suite à son départ de Banfield pour l'Academia justement. Cette victoire est précieuse tant la concurrence ne faiblit pas. Le principal rival se nomme Defensa y Justicia, deuxième au classement, seule équipe invaincue, un jeu séduisant et des victoires cruciales, c'est la hype du moment. D'abord en match en retard au Monumental face à un River qui se remet difficilement de son titre en Libertadores, puis en s'imposant dans les arrêts de jeu face à San Lorenzo, ça carbure pour Defensa y Justicia. On se prend à rêver d'un titre en Superliga du côté de Florencio Varela, les verts et jaunes n'ayant plus que 3 points de retard sur le Racing. Ces deux équipes ont rendez-vous lors de l'ultime journée au Cilindro, où le vainqueur pourra être sacré champion d'Argentine. L'Atlético Tucumán et Huracan continuent toutefois de mettre la pression sur le duo de tête en s'imposant respectivement 4-1 contre Gimnasia et 2-1 contre Rosario Central, restant sagement en embuscade. Pour Boca Juniors et surtout River Plate, ce championnat n'est plus un objectif. Si les Geneses peuvent encore espérer, River enchaîne les contre-performances. Les deux meilleurs ennemis d'Argentine doivent reconstruire leurs effectifs suite au départ de cadres. Pity Martinez à Atlanta, Johnny Maidana à Toluca, Gino Peruzzi à San Lorenzo, Lisandro Magalan à l'Ajax, Schelotto à Los Angeles, Jara en MLS de manière générale et Balerdi à Dortmund. Et ainsi démarrer un nouveau cycle comme pour Boca par exemple avec Gustavo Alfaro sur le banc. Un exode des joueurs argentins qui est généralisé à toute la Superliga où la crise économique oblige le club à vendre pour survivre. L'herbe n'est donc pas plus verte de ce côté du Rio de la Plata. Pendant ce temps, la sélection prépare sa Copa América avec des matchs amicaux au Wanda Metropolitano à Madrid contre le Venezuela et à Rabat pour y défier le Maroc. Lionel Scaloni va pouvoir compter sur des renforts de poids avec les retours d'Angel Di Maria et surtout celui de Léo Messi.
Nous le savions, c'était écrit, le coup de neuf design de l'emblème de l'iconique Juventus de Turin allait faire des émules en Amérique latine. Il y a quelques mois, c'est le champion de Sul-Americana en titre, l'Atlético Paranaense du Brésil, qui se payait un très gros lifting. Nous pourrions également citer l'América de Cali, qui s'est défait de son diable pour un écusson rétro spécial pour l'année 2019. Et le dernier en date à céder aux sirènes du Botox est le club chilien Unión de la Calera, basé dans la région de Valparaíso. Un coup de scalpel tout en finesse qui, si personnellement il ne me déplaît pas, a soulevé une grogne générale chez les supporters qui accusent tout bonnement la direction de manquer de respect à l'histoire du club, les goûts, les couleurs et les traditions. Des ronchons, on en retrouve également au Paraguay, dont les U20 ont été sortis dès le premier tour de Sudamericano 2019. Le président du légendaire club d'Olimpia d'Asunción, Marco Trovato, s'est ainsi lâché en conférence de presse. Ce qui s'est passé avec les U20 est lamentable, mais c'est une décision de l'APF. C'est l'APF qui décide qui est l'entraîneur. Puis, au sujet du peu de temps de jeu de l'espoir franjeado Hugo Quintana, la situation d'Hugo Quintana ne me préoccupe pas plus que cela, parce que la sélection ne joue à rien, et Hugo joue au football. Sacré punchline, Gustavo Morinigo, le sélectionneur du 20, est rhabillé pour l'hiver, enfin l'été, de ce côté de l'équateur. Au Paraguay toujours, notons que la pépite Miguel Almirón devient le second plus gros transfert de l'histoire du football guarani en partant d'Atlanta pour Newcastle pour 27 millions de dollars. Bien calé entre Iturbe, 30 millions de Porto vers la Roma, et l'inusable Roque Santa Cruz qui était passé de Blackburn à Manchester City pour 25 millions. Roque Sainte-Croix. Ça en jette comme patronyme quand même. Enfin bon. En Bolivie, où le championnat compte déjà 3 journées découlées, le champion en titre surprise de l'an passé est en bien mauvaise posture. Avant-dernier, avec, certes, un match de retard, le scapulaire bleu de la ville d'Oruro, perché à, s'il vous plaît, 3735 mètres d'altitude, a subi un déplumage en règle lors du mercato. Difficile donc de rééditer l'exploit du Clausura 2018 dans ces conditions. Toujours est-il qu'une fois de plus, preuve est que question mercato, la neige n'est pas plus blanche de ce côté-ci des Andes. La première phase éliminatoire de Libertadores a rendu son verdict. Les Équatoriens de Delfín, les Uruguayens du Defensor et les Vénézuéliens de la Guaira gagnent un tour de manège supplémentaire. Lors de la manche suivante, Delfín rencontrera Caracas, le Defensor le Barcelone de Guayaquil et la Guaira l'Atlético Nacional de Medellín. Notons les autres affiches, Danubio Atlético Mineiro, Melgar U de Chile, Talleres São Paulo, The Strongest Libertad et Palestino Independiente Medellín. Pour plus de brèves sur le football latino, n'hésitez pas à jeter un œil sur notre rubrique Express. En attendant, cela fait maintenant 5 mois que j'ai quitté le Brésil après ces douces années passées entre São Paulo et Belo Horizonte. Oh, je le confesse, au moment du départ, j'en avais un peu ras la casquette, d'autant que je les voyais bien en train de foncer dans le ravin politique de l'extrême droite. Mais depuis quelques semaines, réapparaissent devant mes yeux des Carnaval, Copinha, Estadual, Tupi Football Club, Volta Redonda, Mirassol, j'en passe et des plus terroirs. Et paf, ça y est, j'ai la saudade. Alors c'est parti messieurs dames pour un gros point Brésil en compagnie de Marcelin Chamoin et Oscar Bonte. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. Mas por favor, tire esse bicho do celeiro. Allez, c'est parti, ou plutôt, puisque c'est une spéciale Brésil, Brasil, j'ai du mal à le dire du coup en français, à dire Brésil, oh là là, ça fait tellement ancienne expat, c'est magnifique. Eh bien écoutez, chers auditeurs, bem-vindo, vamos lá, on va parler un petit peu, faire ce point, alors c'est un point global sur le Brésil, donc on va y aller, Copinha, les Estaduais, puis un petit coup de mercato, et pour cela, comme d'habitude, eh bien j'accueille Marcelin Chamoin. Comment vas-tu Marcelin ? Salut Simon, ça va et toi ? Ça va super bien. Alors Marcelin, vous le connaissez, quand c'est le Brésil, c'est un habitué, notre menguista de base, grand écrivain. Je vous conseille de vous pencher sur ses textes et ses sagas sur Pelé, Garrincha. C'est absolument à lire, voilà, c'est absolument, c'est un incontournable du contenu de Lucarno Posé sur le Brésil. Et cette fois-ci, Marcelin n'est pas seul, puisque notre équipe Brésil, notre team Brasil, a vu un nouvel arrivant. Il s'agit
d'Oscar Bonch qui habite à São Paulo, tout près du mythique Estadio Pacaembu. Comment vas-tu, Oscar ? Tudo bem, bonjour à tous, un plaisir de faire cette première émission avec vous. Très bien, bah oui, en fait c'est Oscar Bonte, mais j'avoue que comme tu es au Brésil, je l'ai dit Oscar Bonch. Tu as des origines brésiliennes ou pas ? Aucune. Aucune. Bon bah ma foi, un jour peut-être tu seras relié au Brésil par le sang, comme moi, puisque mon petit est né au Brésil, ce qui fait que voilà, maintenant je suis rattaché directement à ce pays. Pour le meilleur et pour le pire, vu le climat politique actuel. Mais on s'égare, on va revenir au football. Et on va commencer par la Copinha, la Copa São Paulo 2019, qui s'est achevée. Hein. On avait fait une brève pour faire un petit point au début des huitièmes de finale. On avait parlé notamment de la belle histoire de ce petit club je me souviens plus, de Acre. Bah oui, c'était un club d'Acre de Galvez qui s'était retrouvé, donc voilà, qui avait voyagé de travers tout le pays pour pouvoir faire la Copa São Paulo, et qui s'était retrouvé sans argent pour revenir après son match nul, son élimination contre Palmeiras, puisque ici ils pensaient pas aller jusque là et tout simplement ils avaient dû annuler leur billet d'avion pris à la base plus tôt. Et enfin bref, ils s'étaient retrouvés dans la panade et Palmeiras les avait aidés, avait fait découvrir le stade. Enfin voilà, une très belle histoire. Mais depuis, il y a eu des choses, puisqu'il y a eu des huitièmes, des quarts, des demi-finales qui ont vu São Paulo battre le Guarani de Campinas et le Corinthians être vaincu au pénalty par le Vasco de Gama, qui nous a donné un réédit de la finale 1992. São Paulo, Vasco de Gama. Et c'est donc le São Paulo FC qui l'a emporté également au tir au but, 2-2, 3 tirs au but à 1 au score final. Alors, le São Paulo FC, l'année dernière, contre Flamengo, ils avaient été en finale, perdants. Ils ont 4 représentants da base, comme on dit au Brésil, dans le Sudamericano U20. On va dire plus 1 avec Marquinhos Cipriano qui est parti l'an dernier pour le Shakhtar Donetsk, mais qui est un pur produit du São Paulo FC. Alors moi j'ai envie de vous dire les gars, tout va bien à Cotia en ce moment. Cotia qui est le centre d'entraînement et de formation du São Paulo FC. Est-ce que, enfin voilà, est-ce que selon vous on est sur une pépite d'or du côté de São Paulo FC ? Ouais, c'est possible, je pense. C'est vrai que c'est quand même un club qui historiquement a sorti beaucoup de joueurs de son centre de formation. Là, ça fait deux finales de suite en Copinha. Un titre qui est mérité, puis avec des vraiment des bons joueurs qui, je pense, peuvent faire une belle carrière. Mais ouais, c'est pas étonnant de retrouver ce club à ce niveau-là, parce qu'au cours de leur histoire, ils ont quand même été habitués à sortir des joueurs de leur centre de formation. Qu'en dis-tu, toi, Oscar ? Est-ce que tu penses que cette génération a vraiment quelque chose à faire pour le futur ? Bah déjà, on se rappelle qu'en 2010, lorsqu'ils avaient gagné, les deux protagonistes étaient Lucas Moura et Casemiro, qui maintenant jouent un rôle prépondérant dans le football international. Et cette année, oui, il y a quelques joueurs intéressants comme Gabriel Novaes, qui a d'ores et déjà été prêté au Barcelona B. Et on note aussi un milieu offensif, Anthony, qui promet de belles choses également. Et oui, les deux, Gabriel Novaes qui est le meilleur buteur du tournoi et Anthony qui est Gabriel Novaes qui est le meilleur buteur du tournoi et le premier buteur de la finale, et Anthony qui est le second buteur de cette finale. Alors du côté de Vasco, c'est un peu l'inverse de São Paulo où, comme on le dit, hein, y a un gros travail, il y a une tradition déjà de formation, il y a un travail qui commence à être accompli, à se voir, puisqu'ils étaient finalistes l'an dernier. Il sort depuis quelques années de bons joueurs, ou des joueurs qui tournent pas mal en Europe. On parle par exemple à David Neres en Hollande, à l'Ajax. Vasco, lui, a vécu une décennie un petit peu compliquée, avec plusieurs rétrogradations, rebaixamento, descente, je ne sais plus comment le dire, ce mot, plusieurs descentes voilà, en Série B, et ça s'est pas mal vu sur leur base, sur leur équipe jeune, qui jouait là sa première finale depuis 1999, et qui ne compte qu'un titre. Et bien justement, ce titre, c'était la finale de 92 contre São Paulo.
avec d'ailleurs dans ses rangs en 92 un certain Mario Jardel du côté de Vasco. Enfin bref, est-ce que ce serait pas là le début, au moins est-ce que ce serait le début d'un renouveau? Est-ce que le Vasco pourrait se baser là-dessus pour essayer de renaître et qu'on retrouve un grand Vasco? Je pense qu'ils n'ont pas trop le choix actuellement vu les finances du club que de se baser sur le centre de formation. Donc c'est sûr qu'ils sont obligés de passer par là, parce qu'ils peuvent plus acheter des joueurs déjà qui sont arrivés à maturation. Après, ils ont sorti aussi Paulinho qui est parti au Bayer Leverkusen, qui était vraiment qui a un gros talent aussi. Donc ça fait quelques temps déjà qu'ils semblent se pencher sur ça. Là, il y a eu Lucas Santos qui a marqué le coup franc en finale aussi, qui a l'air d'être un très bon joueur. Donc ils sont plusieurs joueurs aussi. Et je pense que aussi bien par nécessité que ils ont besoin de je pense, passer par le centre de formation s'ils veulent avoir des bons résultats par la suite. Même analyse Oscar qui a un petit avion. Oscar, qui a un petit avion, un hélicoptère qui passe derrière toi, et pour avoir vécu aussi à São Paulo, je sais que c'est une chose quotidienne. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette base et cette éventuelle renaissance par les juniors de Vasco? Oui, ils sont obligés de miser sur leur formation, donc c'est nécessaire pour eux pour essayer d'être un peu plus compétitifs. Et puis oui, c'est vrai que Lucas Santos, une belle révélation de cette Copinha, qui monte déjà en équipe première, et on attend de voir ce qu'il va donner sur le championnat professionnel. Le championnat professionnel, et on va y venir, puisqu'avant le Brasileirão, il y a les championnats d'État, les estaduais, mais on en arrive dans une seconde. Avant ça, est-ce que, messieurs, vous avez un dernier mot à dire, quelque chose qui vous a marqué sur cette Copinha? À part l'histoire déjà que tu as rappelé de Galvez qui avait dû compter sur la générosité de Palmeiras pour rentrer chez eux. Moi, j'ai bien aimé Gabriel Martinelli, l'avant-centre d'Ituano, qui a déjà marqué là dans le championnat paulista, qui est pisté un peu par Manchester United. C'est un attaquant qui a l'air vraiment complet. J'espère qu'on le verra bientôt. On le voit déjà dans le championnat paulista, mais dans un grand club, si possible brésilien, avant une arrivée en Europe. Ituano, et oui, Ituano, qui, on le rappelle, est le dernier vainqueur du championnat paulista, du Paulistão, hors gros Big Four, on va dire, Grande Quattro. C'était en 2014, si je ne me trompe pas, contre Santos. C'est toi, Oscar? Moi, en regardant un peu les analyses des médias brésiliens, en fait, j'ai remarqué qu'ils ont surtout loué le style de jeu des équipes qui sont arrivées dans le dernier carré. Donc surtout basé sur une possession de balle forte et des équipes très compactes, très bien organisées. Donc les médias brésiliens louaient un peu ce renouveau du jeu des jeunes équipes qui pourraient arriver plus tard dans les équipes pro. Voilà. Et un style de jeu que l'on peut voir chez les pros et chez les jeunes entraîneurs, jeunes entre guillemets, des gens comme Fernando Diniz, Roger Machado, etc., des gens dont on dit beaucoup de bien sur le style de jeu, même si les résultats ne sont pas toujours encore là. Fernando Diniz avait été saqué au bout de très peu de journées à l'Atlético Paranaense l'an passé, et Roger Machado de même. C'était une nouvelle fois troué à Palmeiras après s'être troué à l'Atlético Mineiro et au Grêmio, malgré tout le bien qu'on dit de sa manière de faire jouer les équipes. On en a parlé un petit peu, on a commencé à l'évoquer, les championnats d'État. Eh bien, parlons-en. On a parlé d'Ituano, tiens, on a parlé du championnat du Paulista, du championnat de l'État de São Paulo. Alors, on le rappelle, les estaduales, on le rappelle à nos chers auditeurs, si vous voulez réécouter d'ailleurs notre podcast de l'an dernier avec Marcelin, on avait fait une espèce de petit kit, starting kit, je sais plus comment on dit, Kickstarter des championnats d'État pour comprendre un petit peu comment ça marche et ce que ça représente au Brésil. N'hésitez pas à réécouter donc cet ancien podcast, mais on va vous rééditer un petit peu, en tout cas pour les quatre plus gros, comment ça marche. En gros, le Brésil est un État fédéral. Chaque État a donc une fédération qui lui est propre, la fédération Paulista pour l'État de São Paulo, la fédération Carioca pour l'État de Rio, etc., etc. Et donc, avant le championnat national, le Brasileirão, qui commence usuellement en avril ou en mai, il y a les championnats d'État qui ont toute une saveur un petit peu populaire et voilà, toute particulière, avec des équipes que l'on découvre, que l'on revoit généralement plus après. Alors,
Parlons un petit peu du Paulista. Le Paulista, je le rappelle, les équipes sont divisées, de première division en tout cas, sont divisées en 4 groupes. Elles se rencontrent toutes une seule fois. Et ce sont les 2 premiers qui sont qualifiés pour, les quarts de finale de premier de chaque groupe. Et après, donc, c'est quart de finale, demi-finale et finale. Alors, dans le championnat Paulista, pour le moment, bon, alors voilà, Palmeiras, São Paulo, ça travaille assez bien. Hein, 3 victoires pour le Verdon, un match nul. 2 victoires et une défaite pour São Paulo. Une défaite contre eux, et on va en parler un petit peu, contre Santos, le Santos de Sampaoli, qui démarre plutôt pas mal, avec 3 grosses victoires. Et le Timon, on en parlera aussi, le Corinthians, qui lui est un petit peu à la traîne et a du mal à rentrer dedans avec une victoire, un match nul et 2 défaites. Mais parlons de ce Santos de Sampaoli, qui avait démarré un petit peu bizarrement avec un Sampaoli qui se plaignait des finances du club ou du manque de moyens investis. On avait envie de lui dire quand on suit le championnat brésilien, what else. On était un peu surpris qu'ils ne connaissent pas la situation du club. Est-ce que vous avez vu un petit peu des matchs de Santos? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce style Sampaoli? Est-ce qu'on commence à voir quelque chose? Ouais, j'ai vu un petit peu le match contre San Paolo. Et c'est vrai qu'ils ont bien joué. Ça démarre très bien pour Santos. C'est vrai qu'ils ont pas pris de but. Et après, je pense que ouais, Sampaoli, le début ont été un peu compliqués avec déjà les départs de Gabigol et Bruno Henrique. Je pense qu'il ouais, s'attendait pas à ça. Mais du coup, déjà dans le jeu, on voit un petit peu il a déjà imprimé sa patte, je trouve, sur le jeu de l'équipe. Je pense qu'il a son groupe en main déjà. Et donc après, c'est vrai que l'effectif, il me semble assez limité. On verra s'ils arrivent à recruter encore d'ici là. Mais ouais, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'on voit. On rappelle que dans son effectif, il a encore la petite pépite paraguayenne d'Erly Gonzalez, mais ils ont recruté surtout un des joueurs favoris de la rédaction de Lucarne Opposé, le jeune vénézuélien Jefferson Soteldo. Et toi, qu'as-tu pensé de ce Santos, Oscar? J'ai trouvé que la patte Sampaoli commence à s'installer avec une équipe très offensive, basée sur la possession de balle. On a remarqué aussi que les 2 centraux participent énormément à la construction du jeu. Et enfin, c'est l'équipe qui shoot le plus au but. Donc, ça commence à s'installer, malgré, comme vous l'avez rappelé, un effectif assez faible et Sampaoli qui râle auprès des médias parce qu'il veut des renforts. Sampaoli qui râle auprès des médias, je crois que c'est quelque chose auquel on va devoir s'habituer, vu le caractère du bonhomme. Donc, ma foi, work in progress, et gageons d'avoir du très beau spectacle avec ce Santos 2019 made in Jorge Sampaoli. Parlons un petit peu du Corinthians, qui a recruté, qui a vu revenir Fabio Carri, l'entraîneur du titre de 2017, aux dépens de Jair Ventura, qui avait terminé la saison dernière, qui a vu quelques bonnes recrues avec Ramiro qui vient du Grêmio, avec Boselli, pour les suiveurs du football mexicain, un très bon buteur qui venait de Léon, et qui d'autre est arrivé au Corinthians. Enfin, voilà, déjà ces deux-là, c'est des très bonnes recrues. Peut-être Guilherme Arana qui reviendrait. Qu'est-ce qui coince pour l'instant avec le Corinthians? Je sais pas trop, ouais, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'ils ont pris un entraîneur qui connaît bien la maison. Ils ont fait pour moi un bon recrutement. Ici, Gustavo qui a fait une très bonne saison à Fortaleza l'année dernière. Donc ouais, que ça aussi bien l'équipe que l'entraîneur, normalement, je sais pas trop pourquoi ça fonctionne pas. Mais c'est vrai qu'encore hier, ils sont passés à côté de leur match et la défaite contre Red Bull est très logique. Donc je pense qu'il faut un peu de temps pour que la machine démarre. Je pense qu'ils peuvent faire une belle saison, mieux que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Mais c'est vrai que pour l'instant, ouais, il manque un petit peu, peut-être au milieu, où Jadson, il est un peu moins bon que l'année dernière. Faut voir, quoi. Je pense qu'il faut juste un peu de temps. Non, ça devrait aller mieux d'ici peu de matchs, même si le prochain match est contre Palmeiras quand même. Et oui, premier match déjà contre Palmeiras, déjà un gros classico. Et puis Jadson, ma foi, il vieillit quand même au bout d'un moment. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce Timon, Oscar? Pour moi, c'est un peu la continuité de la saison dernière qui a été assez morose pour le Corinthians. Et là, dans le championnat estadual, c'est le pire début depuis 2001, donc seulement avec une victoire et 2 défaites. Donc pour l'instant, l'entraîneur n'arrive pas à trouver les ressorts pour faire que son équipe marche bien.
Et oui, et pour ça, il va falloir travailler. C'est ce que font d'ailleurs Sampaolo et Palmeiras, sur qui pour l'instant, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part peut-être quand même rappeler que Doudou, le capitaine, l'un des meilleurs joueurs du championnat du Brésil depuis plusieurs années, a rénové à Palmeiras et a su résister aux sirènes chinoises et arabes, au pluriel, championnat d'Arabie Saoudite, du Qatar, etc. Et Sampaolo qui n'a pas fait un mauvais mercato non plus, avec des arrivées comme le gardien en provenant du Mexique également, gardien brésilien pour le coup, Thiago Volpi, qui est arrivé pour renforcer l'effectif et régler un petit peu, essayer de régler cette c'est très compliquée histoire de succession de notre ami Rogerio Ceni, donc Mito Rogerio Ceni, et également par exemple l'attaquant qui avait très très bien marché, Pablo Felipe, et l'attaquant de l'Atlético Paranaense et champion du Sul-Americano 2018 avec donc l'équipe de Curitiba. Qu'est-ce que vous avez à dire un petit peu sur ces deux clubs? Ouais, c'est les 2 favoris, mais ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné le championnat paulista. Je crois que c'est 2008 pour Palmeiras et 2005 pour São Paulo. Donc ouais, je pense qu'on les attend les deux qui mettent fin à cette 17 ça fait un petit moment déjà pour un championnat régional. Et Moi, Oscar. je mettrais une petite pièce sur Santos quand même. Je trouve que ça va bien marcher. Tout simplement, le pari de la jeunesse, un effectif quand même assez jeune, et de la folie, Jorge Sampaoli. Ma foi, je vais être peu objectif, mais non, non, je ne mettrai pas forcément une pièce sur Palmeiras. C'est très compliqué les estadois, hein. Arrivé en demi-finale, il y a vraiment beaucoup de choses. Oui, c'est vraiment assez compliqué à voir un estadois du Paulista. On sait généralement qui va arriver dans le dernier carré, mais bon, tout est possible lors des matchs couperés, on va dire. Ma foi, eh bien, on va laisser ce Paulista d'un côté, laisser continuer, et on va partir un petit peu plus au nord, jeter un œil du côté du championnat de référence de Monsieur Marcelin Chamois, le Carioca. Alors le Carioca, on va juste refaire les bases qui sont plutôt compliquées. Le championnat Carioca est donc le championnat de l'État de Rio. Alors, rapidement, le championnat de l'État de Rio, il y a une première phase entre deux équipes de second couteau, un petit championnat, dont les deux premiers se qualifient pour le véritable championnat qui se divise en deux phases, la Taça Guanabara et la Taça Rio. La Taça Guanabara, comme la Taça Rio, sont composés de deux groupes dont les deux premiers vont en demi-finale, finale, vainqueur. Et il y a enfin un championnat, comment dire, une phase finale du championnat Carioca qui va vraiment définir le champion Carioca, auquel sont invités le vainqueur de la Taça Guanabara, première phase, de la Taça Rio, deuxième phase, ainsi que le troisième et le quatrième meilleur classé d'un championnat général qui est établi sur la Taça Guanabara et la Taça Rio. J'espère que vous m'avez suivi, c'est toujours un petit peu compliqué, Rio, mais ça va très bien avec la ville. Alors pour l'instant, on est dans la Taça Guanabara. Donc la première phase, tout va très bien pour Vasco, en plus de la Copinha, 4 victoires sur 4 matchs. Donc voilà, un 100%, on va en reparler. Fluminense et Flamengo, ma foi, voilà, ça roule très bien pour les deux rivaux. Enfin, tout le monde est rival, vous me direz, dans l'état de Rio. Mais ça va très bien pour le Fla et pour le Flou, avec pourtant des profils différents, puisque le Flou est plutôt en train de faire avec les moyens du bord, avec des gros soucis financiers, là où Flamengo crache ses billets. En veux-tu, en voilà, on va en parler avec Marcelin, avec des recrues stars. Et le Botafogo, et j'aimerais qu'on en parle vraiment, lui, est pas loin, est catastrophique, on va le dire, hein, 0 victoire. Un match nul et 2 défaites, ça part très mal pour le Fogon. Mais Marcelin, à toi l'honneur, Flamengo, qu'est-ce que tu en penses de ton Flamengo? Il y a 4 matchs de jouer pour le moment. Voilà, c'est très difficile de avoir un avis tranché pour le moment. Mais comment tu les vois, ces recrues stars, Gabigol, De Arrascaeta, Caio, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, pardon. Pour l'instant, c'est pas mal, même si je pense qu'ils ont encore besoin de jouer pour qu'on les voit vraiment à leur meilleur niveau, surtout De Arrascaeta et Gabigol qui n'ont pas marqué encore. On les voit, ils sont là, quoi, mais je pense qu'on peut attendre plus d'eux.
Par contre, Bruno Henrique, bon, il a déjà gagné un Classico à lui tout seul contre Vasco en marquant un doublé. Donc, bon, bah, on connaît la qualité de ces joueurs. Rodrigo Caio aussi a marqué le dernier match. Donc, on connaît la qualité des joueurs. Pour l'instant, je pense qu'ils peuvent faire mieux. Mais ouais, sur le papier, c'est quand même une très belle équipe. Et toi, Oscar, qu'est-ce que tu penses de ce Flamengo tout rutilant? Ah mais c'est impressionnant ce recrutement, surtout que bon, on en parlera tout à l'heure, mais il y a d'autres bons joueurs qui risquent d'arriver d'Europe. Donc Flamengo, vraiment là, ça promet pour cette saison, surtout pour le Brasileirão, et on va voir ce que ça donne, mais je pense que c'est l'un des favoris de ce championnat. Évidemment. Comme chaque année, c'est un favori de ce championnat, mais cette année, bien plus encore. Mais il risque d'avoir affaire à un os, en l'occurrence son bon vieux rival, mais encore une fois, tout le monde est rival dans ce championnat, enfin au moins les 4 gros. Le Vasco qui reste sur 4 victoires en 4 matchs, avec son entraîneur de l'an passé, enfin du quoi, qui avait terminé la saison, Alberto Valentin, encore un jeune entraîneur dont on dit beaucoup de bien sur le style de jeu, etc. Le Vasco de ce bon vieux Maxi Lopez. Qu'est-ce qui marche aussi bien du côté de Vasco, qui pour le coup est normalement moins rutilant que le Flamengo? Ouais, je pense qu'il y a un bon mélange avec des joueurs qui ont très bien marché l'année dernière, Yago Pikachu et Maxi Lopez qui avaient porté le club. Là, il y a des petits jeunes qui arrivent avec Doudou, Maroni qui a déjà marqué 3 buts. Donc voilà, je pense qu'il y a ce mélange de joueurs qui connaissent déjà un peu le club et puis des jeunes qui apportent un peu de fraîcheur à l'équipe. Même si après, bon, c'est le championnat Carioca, ça reste quand même plus faible que le championnat Paulista. Donc on voit avec Fluminense aussi qui fait un très bon début, mais ça manque vraiment de rivaux de taille pour qu'on puisse juger de la qualité de l'équipe. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Oscar, d'ailleurs, du coup, avec cette comparaison tout à fait juste avec Fluminense? Bah oui, Vasco continue sur sa lancée de la Copinha, on va dire, en intégrant tous les jeunes joueurs qui ont brillé pendant cette compétition. Donc ça, c'est très intéressant. On voit un beau mélange. Et comme l'a dit Marcelin, Iago et Maxi Lopez sont les deux piliers et ils sont toujours en forme. Donc ça promet pour Vasco. Et oui, ça promet pour Vasco, qui est encore, je le dis, hein, qui est sous la coupe d'un de ces jeunes prometteurs brésiliens, un jeune entraîneur prometteur brésilien, Alberto Valentin, que l'on avait vu avant à Palmeiras le temps de quelques journées en 2017. Parlons quand même un petit peu de Botafogo, à l'inverse. Un point pris sur 3 journées dans ce fameux championnat Carioca où vous l'avez dit, hein, c'est vrai que ça manque un petit peu de rivalité. Qu'est-ce qui se passe? Parce que un point pris en 3 journées, voilà, ça peut arriver de faire des faux départs, mais un point pris en 3 journées, pour un des 4 gros en estadual, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe du côté du Fogon? Je pense qu'il y a la perte de Matheus Fernandez au milieu de terrain qui leur a fait un peu mal. Puis après, ouais, c'est vrai que bon, un point en 3 matchs, c'est assez compliqué. Même si bon, sur le dernier match contre Flamengo, ils ont eu du mal, quoi, mais ils sont pas non plus passés à côté de leur match. Donc, bah, faudra voir aussi. Mais c'est vrai que là, ils sont déjà en danger pour la Taça Guanabara. Ça va être compliqué de se qualifier pour les demi-finales. Il faudra voir. Mais ouais, on va attendre. Mais c'est vrai que bon, l'effectif aussi est limité. Donc, un point, c'est surprenant, mais qu'ils soient en galère, c'est pas non plus très, très surprenant. Eh bien, ma foi, les estaduales généralement servent aux gros clubs pour travailler en attendant le Brasileirão. Tâchons déjà pour Botafogo du coup de ne pas être trop ridicule dans cette première phase, parce que c'est pareil, hein, dans le championnat Carioca, il arrive d'être très bon sur la première phase, de se vautrer à la seconde, ou à l'inverse, de se vautrer à la première et d'être très très bon à la seconde, ou alors de se vautrer, ou alors faire le minimum du job sur les deux, et finalement être champion Carioca parce qu'on s'est qualifié sur cette fameuse phase finale et au classement général. Enfin voilà, c'est le championnat Carioca, c'est tout un bazar. Quittons un petit peu Rio. Je sais que c'est très difficile toujours de quitter Rio. Hein. On y est quand même plutôt bien. Et partons juste à côté dans le Minas Gerais. On va en parler un petit peu de notre Minas Gerais dans lequel j'ai vécu à Belo Horizonte, un état grand comme la France, dites-vous ça, qui lui a un championnat un style de championnat que l'on connaît beaucoup mieux en Europe. Voilà, qui est beaucoup plus classique, qui est tout simplement composé d'un championnat à 12, dont les 8 premiers se qualifient pour des playoffs. Voilà, et donc jusqu'à la demi-finale, finale. Là-bas, nous avons généralement dans le Minas le duo Atlético Mineiro Cruzeiro et le troisième larron
qui oscille entre la Série B et la Série A et qui vient parfois jouer les entremetteurs en estadual, l'América Mineiro, les petits lapins. Pour l'instant là-bas, rien à signaler. 4 journées, le Cruzeiro a un match à l'heure où on enregistre, un match de retard. Les trois sont les 3 premiers. Voilà, le trio souhaite être premier. L'América a 10 points, l'Atlético a 7 points, le Cruzeiro avec un match en retard à 7 points. Pour l'instant, rien à signaler. On signalera juste que la première Zoer, Zoer, comment traduire ça, la première vanne, voilà, où ceux qui se sont fait vanner les premiers, ceux qui ont subi les railleries, voilà, seront l'Atlético Mineiro, qui ont été les premiers à tomber devant l'un des autres petits clubs, le modeste Tombense de la ville de Tombos, au sud avec la frontière avec Rio. Quelque chose à dire, messieurs, sur les minéraux, les grands minéraux? L'Atlético Mineiro, c'était pas mal hier avec ce bon vieux Ricardo Oliveira qui a mis un doublé. Mais après, c'est vrai que le format du championnat, quand t'as 12 équipes, t'en qualifies 8 pour les quarts de finale. Forcément, pour les 3 gros, ils peuvent difficilement ne pas se qualifier. Du coup, je trouve que ça perd un peu l'intérêt du championnat à part les 3 classicos qu'on peut regarder, quoi. Et toi, Oscar, un petit avis sur ce début d'année de Cruzeiro et de l'Atlético? Concernant le match d'hier de l'Atlético, je vous invite à voir le but de Jair qui est pas mal du tout, un grand pont sur le défenseur et après une petite balle piquée pour le bel gardien. Donc ça, c'était du beau football. Et ensuite, le week-end dernier, il y a eu le Classico Atlético Mineiro Cruzeiro qui s'est soldé sur un match nul avec, comme d'habitude, des cartons rouges, 2 à la fin pour un de chaque côté. Et hasard du calendrier, ce Classico est arrivé peu après la catastrophe de Brumadinho. Donc voilà, il y a eu un bel hommage à cette occasion. Tu fais bien d'en parler, la catastrophe de Brumadinho. C'est très peu dit dans les médias français où on dit que c'est à 500 km, plus de 500 km de Rio, c'est exact, mais c'est surtout donc dans l'état du Minas Gerais, non loin. C'est vraiment Brumadinho, c'est vraiment une des communautés, comment on dit, des villes, des municipalités qui jouxtent Belo Horizonte, la capitale, qui est quand même la 3e ville du Brésil. Et Brumadinho est une municipalité qui accueille l'un des plus beaux musées d'art contemporain à ciel ouvert, qui s'appelle Ignotim, et vers qui j'envoie tous les passionnés d'art de manière générale, ou même les curieux. C'est absolument magnifique. Voilà, la phase guide du routard est mise de côté, et surtout, voilà, tu as raison, voilà, un hommage, Lucarno Posé également rend hommage aux victimes de ce drame écologique et ce drame de corruption, encore une fois, hein, qui est la rupture de ce barrage de l'entreprise Vale. Voilà qui est, voilà, on termine pas sur une super note pour le Minas Gerais, mais ma foi, on leur souhaite le meilleur et on va partir vers le 4e gros championnat estadual du Brésil, le Gauchon, le championnat de l'État du Rio Grande do Sul, dans lequel jouent les très connus Grêmio et Internacional Porto Alegre. Alors là, c'est comme le Minas Gerais, ma foi, on a un championnat à 12, 8 qualifiés et ensuite des playoffs. Encore une fois, là-bas, non, il n'y a pas rien à signaler, puisque bon, le Grêmio, lui, voilà, 2 victoires, 3 matchs, 2 victoires, un match nul, ça suit à peu près son train. Par contre, l'International, une victoire, un nul, 2 défaites. L'International qui avait conclu 2018 qui avait réalisé une très belle année 2018. Qu'est-ce qui se passe du côté des Colorado, du Colorado? Ouais, ils ont un peu de mal aussi à démarrer l'année. Après, je m'en fais pas trop pour eux. Je trouve qu'ils ont fait un très beau recrutement. Donc, il y a des nouveaux joueurs, surtout en attaque. Donc, je pense que ça doit mettre un peu de temps à se mettre en place. Il y a Guerrero aussi qui va bien finir par revenir, même à arriver, du coup, parce qu'il n'a pas encore joué avec le club. Donc, ouais, le début un peu poussif, mais je pense qu'il faut attendre un petit peu et ils seront forcément dans les 8. Et je pense que c'est ouais, l'un des 2 gros favoris avec Grêmio, forcément. Et toi, Oscar, qu'en penses-tu? Intéressant le recrutement de l'international, effectivement, avec Guerrero. Après, bon, championnat qui va sûrement se terminer par une finale entre Grêmio et l'International. Donc, on les attend plus dans le Brasileirão.
Oui, on les attend plus dans le Brasileirão, surtout que voilà, je vais juste rappeler pour l'instant, hein, il va sûrement y avoir des départs, mais la ligne d'attaque, enfin en tout cas la réserve de joueurs offensifs de l'international, Nico Lopez l'Uruguayen, Guerreiro le Péruvien, Wellington Silva que l'on a connu du côté de Fluminense, Neilton que l'on a vu du côté du Vitória, du Sport et Recife et de São Paulo, Santiago Treyes que l'on a vu du côté de São Paulo, Rafael Sobis qui vient d'arriver ou de revenir à la maison plutôt en provenance de Cruzeiro, Jonathan Alves que l'on a vu briller, l'Uruguayen du côté de l'Équateur au Barcelona, et William Potker, l'ancien de Ponte Preta. Donc il y a du monde, il va falloir faire de la place, mais en tout cas il y a énormément de qualité. Oscar, tu voulais faire un petit point sur les promus. Là, c'est très exotique, c'est des championnats dont on parle rarement. Qu'est-ce qui se passe comment vont en tout cas les promus? Le CSA de l'Alagoas, l'Avaí du Santa Catarina, le Fortaleza du Ceará et le Goiás du Goiás. Eh bien, on va commencer par Fortaleza, qui est premier de son groupe, qui se balade. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes du Nord-Est qui font partie de la Serie A du Brasileirão. Et donc, du coup, là, on a, le championnat du Nord-Est est divisé en deux groupes. Donc, Fortaleza est devant le Vitória, tandis que dans l'autre groupe, c'est Ceará et Bahia qui sont en tête. Donc, ça promet de beaux classicos pour le Brasileirão. Ensuite, il y a l'Avaí qui joue dans le championnat de Santa Catarina. Donc, c'est là où il y a Chapecoense. Et eux, ils ont un peu de mal avec 2 défaites. Et on note surtout l'équipe de Figueirense, qui est l'invité surprise, en tête avec 0 défaite et qui a aussi brillé dans la Copinha en éliminant Palmeiras. Donc à surveiller, il doit y avoir de bons joueurs là-bas. Enfin, il y a le CSA qui joue dans le championnat alagoano et donc qui est deuxième avec un match en retard. Donc tout se passe bien pour eux. Et le Goiás dans le championnat goiano qui est largement en tête avec 4 matchs, 4 victoires. Bon, il faut dire que ce championnat est assez faible. Mais on espère que c'est un bon entraînement pour qu'ils entrent bien dans le Brasileirão. Donc voilà. Et oui, Figueirense, tu parles de Figueirense, qui est une surprise parce que ça va plutôt mal ces dernières années pour eux, mais que l'on voit régulièrement en Serie A. On les avait quittés en 2016, si je ne m'abuse, avaient été relégués en 2016. Et moi, j'ai mon petit favori déjà parmi ces promus. J'ai oui, le CSA, déjà parce que le club de Maceió, pour ceux qui sont déjà allés à Maceió, eh bien voilà, là, c'est des plages turquoises, très chaudes, très belles. Enfin voilà, c'est magique un petit peu comme endroit. Et très beau maillot, le CSA, un bleu pour cette année, un bleu, rayé bleu foncé, bleu ciel qui rappelle le ciel bleu que l'on voit en permanence ou presque là-bas, et l'eau turquoise. Enfin voilà, c'est mon petit chouchou, c'est absolument subjectif et c'est presque lié qu'au maillot et au climat et au paysage de Maceió, et de la Baia, la baie de Maragogi, mais bon, c'est déjà ça. Je préfère ça en tout cas déjà à Fortaleza, la grande ville pleine d'immeubles de béton tout moche, tout artificiel. Désolé pour les habitants de Fortaleza, mais le maillot de Fortaleza est très beau. On va conclure, messieurs, avec une question que j'ai envie de vous poser. Gabigol, Der Arrascaeta, Rodrigo Caio, Flamengo, j'en passais des meilleurs, et d'autres, tu l'as dit, Oscar, qui vont arriver. Doudou qui reste au Palmeiras, qui va être accompagné Ricardo Goulart, qui revient de Chine. Guerreiro Sobis international. Hernan, qui revient finalement le prophète à São Paulo avec Pablo Felipe et Thiago Volpi. Donc, Sampaoli, Soteldo du côté de Santos. Dis donc, ça va être sexy quand même en 2019. Là, vous êtes satisfait pour l'instant de ces recrues du Brasileirão? Moi, je trouve que ça donne plutôt faim. Ouais, je pense que, à part les clubs Carioca, sauf Flamengo qui a fait un très gros recrutement, je trouve toutes les grandes équipes, les 4 de São Paulo, les 2 de Belo Horizonte et de Porto Alegre, tout le monde s'est renforcé avec des vrais bons joueurs qui reviennent au pays ou d'autres qui restent au Brésil aussi. Surtout Palmeiras et Flamengo, je pense ils ont vraiment réussi leur recrutement, mais ils sont pas les seuls. Et ouais, je trouve que le niveau va augmenter d'un cran cette année avec ce recrutement de tous les clubs de façon générale. Et toi, Oscar, tu es aussi en appétit que nous? Oui, bien sûr, un joli recrutement. Et moi, j'ai noté Wagner Love qui revient au pays
en provenance de Beşiktaş pour le Corinthians, donc ça c'est à surveiller. Et ensuite, Rodriguinho qui arrive au Cruzeiro qui a fait un très bon recrutement aussi. Et donc voilà. Mais sinon, vraiment, le club qui a animé ce mercato, c'est Flamengo, avec de nombreuses arrivées. Et j'ai noté qu'il y avait quelques rumeurs pour une arrivée possible de Cáceres de la Lazio, de Rafinha du Bayern ou de Miranda de l'Inter. Donc on essaie de se renforcer au niveau défensif au Flamengo. Et ça promet parce qu'on a déjà bien renforcé en attaque. Donc s'il renforce aussi en défense, ça va être du solide. Oui, en effet, beaucoup de rumeurs, beaucoup d'odeurs de succès du côté de Flamengo. On appelle ça le cheirinho, beaucoup de cheirinho du côté de Flamengo. Mais c'est pas bien, je troll Marcelin, puisqu'on parle généralement du cheirinho de Flamengo. Quand ils sentent que le succès va arriver, ils y croient, et puis non. Et puis ça n'arrive pas. Mais parfois ça arrive. Hein. Gageons, le dernier titre date il y a 10 ans, 2009, si je ne m'abuse. Donc voilà, espérons pour Flamengo et Marcelin que cette année, cette fois, soit la bonne. Hashtag Jean-Claude Duss du Brésil, ou presque, mais quand même en plus sexy. Eh bien écoutez, c'est sur ce troll pas du tout gentil, on aurait dit notre ami uruguayen Jérémy Le Signe. Désolé Marcelin. On va se quitter sur cette petite vanne. Sur le grand Flamengo, qui est un très grand club. On voit le mec qui se rattrape. Merci Marcelin. Merci. Juste pour Cáceres, il a signé à la Juve. Mais sinon, ouais, Rafinha, ça a l'air d'être en très bonne voie. Et peut-être un défenseur central en plus pour gagner le championnat. Pour gagner le championnat, exactement. Et merci Oscar. Tiens, d'ailleurs, à propos de Wagner Love, c'est vrai que j'ai vu aussi ça passer, mais moi j'ai un petit peu peur d'un effet Emerson Sheik. Hein, donc voilà, retour vraiment là où c'est trop vieux et ça va pas faire grand-chose. Eh bien écoute, merci pour cette première, Oscar. Bah merci à vous, c'était super, à bientôt. Et donc on se dit à la prochaine pour un podcast, ma foi, on verra ce qu'on fera sur le Brésil. Merci les gars. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis.